Et bien salut à tous les amis, c'est Romain PC, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse. Je vous souhaite à tous une bonne année 2019. Et on va recommencer une petite micro-série de vidéos. Dans cette série, on va apprendre à résoudre le JavaQuarium. Le JavaQuarium, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un exercice de programmation qui permet de s'entraîner à la programmation orientée objet. Donc, elle a été publiée par SpaceFox, la toute première publication, si je dis pas de bêtises, date c'est celle-ci, sur le site, l'ancien site du Zero, donc actuellement Open Classroom, en 2010. Donc, c'est vraiment un exercice qui permet de s'entraîner à manipuler les objets, les classes abstraites, les interfaces, tout ça, avec un petit thème qui sont les poissons. L'histoire le contexte est en gros ici un monsieur Xingjan qui veut se faire un aquarium, mais qui voudrait vérifier si l'aquarium est viable, si on ne va pas tous se manger entre eux, tout ça. Donc en gros il voudrait qu'on se fasse un simulateur d'aquarium. Alors on va lire un petit peu. Aujourd'hui on va pas faire les premiers exercices, je vais vous montrer ce qu'on va faire. En gros, l'aquarium, ce que ça va faire, c'est que ça va juste faire, ça va se marquer là. Le cahier des charges, c'est il y aura une phase d'initialisation, on ajoute les poissons, et ensuite une phase de temps qui passe en tour par tour, et à chaque tour on dit ce qu'il y a dans l'aquarium. Donc au tour 1 il y aura tant de poissons, tant d'algues, au tour 2 il y en aura peut-être plus, peut-être moins, parce qu'il y en a qui se seront reproduits, mangés, etc. Qui seront morts, etc. Donc c'est ça, il y aura des calculs qui se font entre chaque tour, et à chaque tour on fait un rapport. Donc c'est un programme qui se fait dans la console en fait de base, qui voilà, avec des systèmes.out ou en println, c'est censé afficher ce qui se passe dans c'est censé afficher ce qui est la simulation dans la console. Mais là vous avez vu dans le titre de la vidéo qu'on fait aujourd'hui, j'ai appelé ça le JavaQuarium FX parce que j'avais envie de faire cet exercice, mais avec une interface graphique qui simule tout ça. Et c'est là que, c'est ça que je trouvais assez intéressant. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire cette interface que vous avez devant les yeux. Donc je l'ai déjà tout fait. Par contre, j'ai pas du tout commencé les exercices. Là, j'ai vraiment fait juste l'interface. Alors, on va au moins lire ça en diagonale pour savoir un peu ce qu'il y aura à faire. Donc, l'aquarium, il contient des poissons et des algues. Les algues ne font rien, les poissons, ils ont certaines propriétés. On ne fait pas ça aujourd'hui, on fera ça dans le prochain épisode. Et l'aquarium a une méthode pour ajouter les poissons, ajouter les algues, et une méthode pour faire passer les tours. Et à la fin de chaque tour, on affiche les informations. Donc, pour l'instant, j'ai pas affiché les informations, j'ai pas créé l'objet poisson comme il faut, etc. Pour l'instant, on va juste faire un truc qui permet de créer un aquarium, de créer une console où on pourra afficher des trucs, qui est juste ici, de faire en sorte d'afficher les algues, d'afficher les poissons, et c'est là que c'est un peu plus compliqué, de faire en sorte que les poissons se baladent. Alors, j'ai galéré beaucoup à faire cette interface. Je vous cache pas que ça a été un petit peu la galère, mais finalement le résultat rend bien. Mais c'est un petit peu tordu. Mais je vais vous expliquer ce que je voulais faire et ce que vous avez devant les yeux. En fait, ce que je veux, c'est qu'on ait des poissons qui ont un comportement par défaut de se balader de manière aléatoire un peu partout. En parallèle de ça, il va y avoir un thread secondaire qui va gérer les calculs, qui va gérer chaque tour de simulation. Il va gérer les calculs derrière l'interface. C'est un thread secondaire. Ce thread, à certains moments, il va calculer par exemple qu'un poisson doit aller manger une algue, ou aller se reproduire avec un autre poisson. À ce moment-là, je voudrais qu'on ait une animation, que le poisson se rende sur la cible, le truc à manger ou avec lequel se reproduire, et éventuellement là à ce moment là on déclenchera des animations, ça je l'ai pas fait encore, mais il va se rendre à un endroit, et une fois qu'il y est, c'est en fait quand il va s'y rendre, les autres poissons vont continuer de se balader, mais quand il va s'y rendre, le thread secondaire qui gère les calculs doit s'arrêter, enfin pas s'arrêter, se mettre en pause. Dès que le poisson a atteint la cible, a fait l'animation de manger ou je sais pas quoi, on verra si on en met, à ce moment là on reprend les calculs, et le poisson qui a fait son déplacement repart dans son comportement par défaut qui est de se balader. Alors ça fonctionne, la fonction qui permet de dire va à tel endroit et ça met en pause tout, elle fonctionne puisque vous avez ici les tours qui s'exécutent, et à chaque tour je prends un poisson, chacun leur tour je prends un poisson. Là il y en a 10, mais les 10 poissons, et ensuite on recommence chacun leur tour. Je sais pas si vous voyez, mais ils vont tous un peu plus vite, et d'un coup ils sortent du banc de poissons là, et ils vont en haut à gauche.
Ça c'est la fonction que j'ai faite qui permet de se rendre à un endroit. Et en fait, à chaque fois il y a marqué, donc ça c'est un peu brouillé par contre la console, j'arrive pas à voir le bas. Il y a marqué début déplacement, il fait son déplacement, et dès qu'il est arrivé là-bas, ça fait retour à la normale. C'est pour bien dire que le thread s'est mis en pause, et dès qu'on est arrivé, dès qu'il a fait son animation, le thread continue. Donc là j'ai vraiment ce que je veux, et c'est pour ça que je suis assez content, et on va voir tout de suite comment on fait pour faire tout ça. Alors, bon, je vais vous montrer l'application .css. Regardez-la vite fait, ça permet ça permet notamment de styliser la console qui se trouve ici là sur le côté. On va parler de la console en premier, donc ça sera fait. La console, qu'est-ce que c'est? C'est un objet un petit peu personnalisé que j'ai fait. Elle hérite de la classe ScrollPane, donc c'est le ScrollPane, rappelez-vous, c'est ça, hein, le machin avec le petit ascenseur là. Et dedans on peut mettre un groupe, on peut mettre des composants JavaFX. Il a comme attribut une VBox qui permet d'empiler les composants les uns sur les autres dans l'interface. Voilà, qui est le groupe de ce ScrollPane. Vous voyez bien marqué 6.7 content group. J'ai mis des petites marges entre chaque. Je fais en sorte qu'on affiche toujours les scroll bars. Je mets un message initial, this.affiché, début de la simulation en cyan. La fameuse fonction afficher, qui est publique, qu'on pourra appeler depuis, c'est celle-ci, en fait, au lieu de faire des système.out.println, on fera des console.afficher. La fonction afficher, elle prend en paramètre un texte et la couleur d'affichage. En gros, tout ce qu'elle fait, c'est juste de créer un label, avec comme texte le texte passé en paramètre, lui mettre une petite police de caractère, une taille, lui mettre la couleur en question avec la couleur passée en paramètre, et l'ajouter au groupe, donc à la VBox. Donc ça s'ajoute à la suite de la VBox, donc c'est ce qui fait que ça empile les textes. Et là, ensuite, il faut faire en sorte que la caméra, avec cette ligne, cette vValue, le scrollPane.getVmax, il faut faire en sorte que que la caméra se focalise sur le dernier texte ajouté. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi le machin là autour? Alors ça, c'est un peu particulier. Et c'est la seule solution que j'ai trouvée, ça marche. Ça permet d'éviter d'avoir une exception qui se produit de manière... dès que vous allez appeler la fonction afficher, vous allez avoir une exception si vous appelez la fonction afficher depuis le thread secondaire de l'aquarium. Parce que c'est là qu'on va utiliser la fonction afficher. Le problème du thread secondaire, c'est que c'est un thread secondaire, ce n'est donc pas le thread principal JavaFX. Ce qui fait que si vous appelez un truc qui doit afficher des trucs dans le thread JavaFX, faire une modification graphique, bref, depuis un autre thread, il va y avoir une exception. Pour ça, il faut juste en fait passer par encore un autre thread, je suis désolé, il y en a un peu beaucoup. Donc platform.runLater avec à l'intérieur un nouveau runable, donc un thread, new runable, public void run, et ça fait l'action en question. Ça permet juste à dire à JavaFX, tiens, on t'a demandé de faire ça depuis un autre thread. Bon, dès que tu peux, tu le fais. JavaFX, heureusement, il a pas mal de temps pour le faire. Par contre, si vous spammez, si vous faites une while true, afficher dans la console, là ça va même au bout d'un moment ça va même freezer, hein. Enfin ça va, là, je l'ai déjà fait, hein. L'interface fonctionne toujours, mais au bout d'un moment il n'y a plus rien qui s'affiche dans la console parce que la VBox l'objet console il a fini par planter quand même parce que le runLater a pas suffi. On peut pas lui demander de faire 15 000 affichages par seconde, hein. Mais si on fait un affichage de même afficher 3 lignes d'un coup en même temps, là il n'y a pas de souci. 3000 lignes un peu plus embêtant, mais 3 lignes il n'y a pas de souci. Voilà, c'est tout simplement comme ça que ça marche. Ici c'est juste, pardon, excusez-moi. Ici ça permet en fait de dire SP, c'est juste pour cette ligne là. Normalement j'aurais dû mettre 6, hein, comme ici 10 point quelque chose, sauf que là si on met 6 dans un thread, en fait 6 ça considère que c'est le thread en question, parce que être dans un new runable, on est comme dans un genre de sous-objet, donc le 10 c'est pas le même, donc faut juste penser à, voilà, à stocker le 10 entre guillemets dans une variable. On va regarder le main, donc le programme principal, la classe principale. En gros il y aura deux trucs à afficher, la console et l'aquarium, donc ils sont deux objets graphiques. Donc ici on peut les récupérer, get console et get aqua, ils sont déclarés là-haut et initialisés là-dedans. Donc c'est un border pane, elle a une dimension fixe, elle n'est pas redimensionnable cette fenêtre. J'ai mis la petite icône, etc. Ça on en parlera plus tard. J'applique le CSS et je crée la console. Je lui mets pareil une dimension préférée. L'aquarium, la dimension préférée, ce sera le fond de l'aquarium. Vous verrez quand on verra le fond dans l'aquarium. Je mets la console à droite, l'aquarium à gauche et je lance l'aquarium. Aquarium.launch. On va parler de l'aquarium. Après. On va parler des objets algues, poisson view, poisson, enfin les 4 qui sont là, tous les machins qui sont ici. Les objets poissons. Alors, je vous l'ai dit, la console et l'aquarium c'est des objets graphiques. Les poissons pas du tout.
parce que je voudrais vraiment qu'on puisse faire l'exercice de PO, qui est un exercice pour s'entraîner à la PO. Je voudrais vraiment qu'on puisse le faire correctement, donc je voudrais vraiment séparer JavaFX de l'orienté objet. Enfin de la partie objet où on va gérer vraiment les objets objets parlant, donc les poissons, les algues, les poissons, il y aura différents types de poissons, tout ce qu'il faut faire, etc. Donc c'est pour ça que l'objet poisson, il n'y a pas grand chose, il y a juste un attribut qui permet quand même de faire le lien avec la partie graphique, qui est que le poisson aura une image, qui est l'image poisson.png, qui se trouve ici à la racine dans le dossier source du projet, pas à la racine, attention. Donc dans les ressources du projet. L'algue c'est exactement pareil. Vous remarquez, alors juste ouais, l'algue c'est pareil, par contre l'image c'est égal generate image. Là je crée un random compris entre 0 et 2 et en fonction de la valeur je prends une des 3 images d'algues parce que j'ai 3 images d'algues ici. Voilà, ça permet juste de mettre des algues au pif. Enfin qu'elles soient pas toutes pareilles les algues. Les poissons vous verrez après il y aura plusieurs types, mais les algues il y aura qu'un seul type. Donc je voulais qu'elles soient un peu plus diversifiées. Voilà. Alors par contre il va quand même falloir qu'on l'affiche ce poisson, donc il va bien falloir un composant graphique pour afficher le poisson. Donc c'est pour ça que j'ai créé un objet PoissonView pour séparer vraiment, je vous l'ai dit, séparer l'interface de l'orienté objet. Donc le poisson, il y aura un PoissonView où on gérera la partie graphique et non pas la partie exercice Java Aquarium de SpaceFox. L'AlgueView c'est exactement pareil, on va regarder l'AlgueView d'abord. En gros, ça hérite de ImageView, si je prends cette image, je mets algue.getImage, parce que l'algue elle a une fonction getImage qui retourne l'image, son attribut image. Le poisson c'est pareil. Je lui mets comme layout Y200 pour qu'elle soit en bas de l'aquarium. On rappelle que c'est le coin en haut à gauche. Les algues elles font, si je dis pas de bêtises, elles font 350 de hauteur pardon. Ouais, 350 de hauteur pour 200 de large. Pour ça ici on fait 550, donc la hauteur de la fenêtre moins 350. Et je lui mets une position au hasard comprise entre 0 et 480, donc 680 moins la largeur d'une image de type algue. C'est pour qu'elle soit répartie aléatoirement en bas de l'aquarium. Le PoissonView, on va en parler tout de suite parce que voilà, ce sera fait. Le PoissonView c'est plus long, hein. Vous voyez que c'est un peu plus long parce qu'en fait il y a tout le code qui permet de faire le déplacement aléatoire. Donc vous voyez qu'ici on a plusieurs trucs qui sont plusieurs attributs logos. On a la vitesse, la position courante, une timeline et du random pour faire les random. Comme l'algue, on définit l'image. Voilà, comme on définit l'image et position courante, ça va être égal. J'en parle après, pardon. Et on a une timeline. Une timeline, on rappelle qu'est-ce que c'est. Une timeline, c'est une suite de keyframes. Et les keyframes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des points clés. Des points clés qui en fait recensent des propriétés, que ce soit la position d'un objet, son orientation, sa couleur, tout un tas de choses. Et on veut faire en sorte que, enfin les keyframes ça veut dire qu'à un instant T, eh bien un objet aura telle et telle propriété. Et bien en fait on va jouer avec une timeline tout simplement parce qu'on va faire en sorte que un poisson il est à un endroit, il a la propriété X et Y comme position, donc layout X property et layout Y property. Voilà. Il est à tel endroit. À l'instant T, mettons plus 3 secondes, et bah il sera à un autre endroit, donc ses propriétés bougeront. Donc on aura besoin de faire des keyframes qui permettent de le déplacer d'un endroit à un autre. Donc il faut donc créer une timeline. Les deux lignes ici sont pas utiles. Vous pouvez les mettre mais sont pas utiles. Je définis une vitesse de base qui sera de 0,15 et là je vais faire appel à la fonction go prochain lieu. Alors je voulais avant tout reparler de la position courante et donc de getRandomPose et donc de ce petit bloc ici qui est une classe interne. C'est un objet pose que j'ai créé qui a deux attributs X et Y. Si vous faites du C, ça correspond à une structure en fait, en C c'est un petit peu l'équivalent. C'est juste que j'avais pas envie de me promener tout le temps avec deux variables X et Y partout. Donc à chaque fois je fais un seul objet qui contient les deux variables. Enfin vous voyez le délire. La fonction getRandomPose justement utilise ça. Elle permet juste de choisir une position aléatoire dans l'aquarium. Alors à chaque fois je fais moins 150 et moins 100 parce que les poissons ce sont des images view de 100 de hauteur et 150 de largeur. Ça c'est les tailles de la fenêtre, 680 et 550, enfin la taille de l'aquarium, l'image que vous voyez avec les rochers et la flotte. Et là j'ai mis moins 50 pour pas qu'ils raclent le fond comme s'ils étaient à moitié morts. On crée un nouvel objet position, enfin pose. Son attribut X, c'est le X généré avec le random.extint, ça crée entre 0 et 530 exclus. Je crois même 531.
ça change pas grand chose. L'attribut Y prend Y et on return l'objet position. Bref, donc ce bloc là, cette ligne là pardon, est très importante parce qu'elle permet de dire que lorsqu'on lance le programme, les poissons sont déjà à des endroits un peu au pif. Voilà, vous voyez que les poissons sont un peu répartis n'importe où dès le lancement. Donc c'est un objet pose, la position courante. Là vous remarquez qu'on fait un 6.set layout x et y, la position courante .x et y pour dire que lorsqu'on crée le poisson view, donc l'image view, hein, parce que ça hérite d'un image view, l'image en question graphiquement soit bien à l'endroit au pif qui a été généré avec le getRandomPose. Bon bref, quand le poisson view est créé, on fait appel à la fonction goProchainLieu. La fonction goProchainLieu sans paramètre, elle est là. Elle fait appel à la fonction goProchainLieu avec null en paramètre. Donc là on va partir du principe que dans le cas général, il y a marqué null tout le temps ici. C'est pour ça que voilà. Donc on va faire en sorte de choisir quel va être le prochain endroit où va se rendre le poisson. Donc si la cible est nulle, hein, passé en paramètre, ce qui est le cas, on génère une nouvelle position aléatoire. Ce sera le prochain endroit où va le poisson, donc un nouvel endroit aléatoire. La position courante, on la met à jour pour bien, parce que depuis le dernier endroit d'où s'est déplacé le poisson, la position courante n'a pas bougé. Donc position courante, on lui redit, c'est bien égal à l'emplacement où est l'image view, parce que on rappelle qu'un keyframe, qu'une timeline, ça modifie vraiment les éléments de l'interface, donc ça va déplacer l'image view et donc ça déplace son layout X et son layout Y. Donc il y a une animation qui s'est faite, on se dit viens on va à un prochain lieu, et il faut que la position courante soit mise à jour, tous les deux. Alors, ça c'est pour faire en sorte que le poisson regarde dans la direction où il va, qu'il fasse pas de la marche arrière. Si l'endroit où il va est plus à droite, donc est supérieur en termes de coordonnées X, hein, est supérieur donc à la position courante, on fait un this.setScale X. SetScale, ça permet de redimensionner le poisson. Si vous mettez 1, ça ne le redimensionne pas. Par contre, si vous mettez moins 1, ça fait un effet miroir. Le poisson regarde par défaut à gauche, donc si le prochain est plus à droite, il faut regarder à droite, donc on fait un effet miroir. Si on va effectivement à gauche, on laisse l'image par défaut, donc on remet le setScale X à 1, histoire que le poisson regarde bien à gauche. Alors, là, il va falloir créer deux keyValue qui vont s'appliquer sur les propriétés layout X property et layout Y property du poisson, donc de l'image du poisson view, pardon. Donc c'est KX, KY. On leur met comme valeur qu'il va falloir glisser à l'instant quand on leur dira, à l'instant qu'on leur dira quoi, d'être aux coordonnées prochain.x et prochain.y. Donc bref, là où doit aller le poisson. Ça, on en parle dans un instant. Alors, c'est là que c'est intéressant. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est on s'est déplacé à un endroit, où on est à un endroit. On a choisi là où on allait aller. Là, ce qu'il faut faire, c'est arrêter le déplacement du poisson. On supprime toutes les keyframes. En fait, il n'y en avait qu'une seule, parce que... Enfin, vous allez voir, en fait, c'est la fonction goProchainLieu, elle se répète. Donc, celle d'avant, elle avait ajouté une keyframe. Donc là, on l'efface avec getKeyFrames.clear. Ensuite, on rajoute une keyframe, et là, cette fois-ci, c'est la seule qu'on va ajouter. On crée une new keyframe qui va durer un temps t, on en parle dans un instant, qui va effectuer cette action quand elle sera terminée, et qui va faire en sorte que à la fin de l'instant t, eh bien, on aura les keyvalues kx et ky qui se seront effectués. Donc bref, le poisson sera aux coordonnées x, y, enfin prochain.x et prochain.y. Donc en bref, on dit que la timeline, quand elle se fait, le poisson se déplace à l'endroit où on lui a dit d'aller, donc au prochain endroit à visiter. Il faut penser à lancer cette timeline, timeline.play. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la timeline se termine? Donc ça se fait pas parce qu'on a dit cible égale nul. Tout simplement, on refait encore appel à la fonction goProchainLieu. Donc, on récapitule, le poisson se rend à un endroit, la timeline est terminée, donc il génère un nouvel endroit au début de la fonction goProchainLieu, il crée la timeline, il exécute la timeline, il va donc au nouvel endroit qui a été généré. Une fois qu'il y est, il refait la même chose, il refait appel à goProchainEndroit, enfin goProchainLieu, voilà. Donc bref, il se déplace d'un point à un autre à des points choisis aléatoirement, tout simplement. C'est vraiment juste, c'est pas si bête que ça. Alors, par contre, si jamais le poisson doit se déplacer de 100 pixels ou de 1000 pixels, si vous avez mis ici 3000 millisecondes, le problème c'est qu'il mettra toujours 3 secondes pour faire le déplacement, peu importe la distance. Ce qui fait que votre poisson va se taper des rushs pas possibles dès qu'il devra traverser l'aquarium, alors que sinon il va devenir, d'un coup il va mettre 3 secondes à se déplacer de 10 pixels, donc c'est pas très joli à regarder, ça fait pas très naturel. Donc ce qu'on veut, c'est une vitesse constante.
Comment avoir une vitesse constante? Eh bien, il suffit de modifier à chaque fois le temps de déplacement en fait. Donc le temps de déplacement, et comment on le calcule? Avec la formule V égale D sur T, qui devient T égale D sur V. Donc la distance, la racine de delta x plus la racine de delta x plus delta y au carré, en fait delta x carré plus delta y carré, la racine de tout ça. Vous voyez la formule ici. Hein. Voilà, et on fait D sur V, et la vitesse qui est toujours égale à 0,15. Je la mets à jour la vitesse parce que des fois elle est modifiée à cause, on va voir ça dans un instant. La vitesse c'est 0,15 pixels par milliseconde. Voilà. Donc ça permet d'avoir un temps de déplacement d'un point à un autre qui varie pour faire en sorte d'avoir une vitesse constante. C'est pour ça que vous voyez d'ailleurs que les poissons se baladent à vitesse constante. Hein, oui, hop, vitesse. Sauf quand ils tapent un rush vers le coin en haut à gauche. Le fameux rush du coup dans le coin en haut à gauche. Donc je vous l'ai dit, à des moments je voudrais qu'on fasse en sorte que le thread se mette en pause, on lance une animation, machin va manger truc. Et à ce moment là il va taper un rush vers truc, machin va taper un rush vers truc, et ensuite on reprendra, il reprendra son déplacement normal et on reprendra les calculs. Donc c'est pour ça que j'ai créé une fonction qui est publique, qui sera appelable depuis le truc de calcul, qui s'appelle goTo à l'emplacement xy, qui a deux paramètres x et y. Alors, ce qu'il faut faire c'est stopper le déplacement. Le poisson se balade tranquillement et là on lui dit tu vas là, bam tu t'arrêtes. Donc là timeline.stop. On change la vitesse, on met une vitesse à 0,6. Pourquoi? Pour qu'il tape le rush. On met la vitesse à 0,6, on crée un nouvel objet P qui un objet position avec x et y passé en paramètre comme attribut, et on fait go prochain lieu à l'emplacement position. Donc cette fois-ci on va directement aller dans ce go prochain lieu là, avec cette fois-ci une cible qui n'est pas nulle. Donc on va se retrouver ici dans le bloc, ce qui veut dire que le prochain endroit où on doit aller, ce sera la cible en question et non pas un get random pose. Jusque là il n'y a pas d'autre changement. Là où c'est important c'est juste ici. Il faut faire en sorte que si la cible n'est pas nulle, on fait synchroniser main.getAqua.boucle. Enfin c'est pas ça on fait surtout ça qui est intéressant. Ça permet d'éviter les exceptions. Il faut le mettre. Il faut respecter cette syntaxe. On fait main.getAqua, donc l'aquarium.laboucle. La boucle, on verra ce que c'est. C'est le thread en arrière-plan.notify. Bref, on relance le calculateur parce que rappelons-le, on fera en sorte que lorsque le calculateur lance une action spéciale, et non pas un déplacement par défaut, donc manger ou se reproduire ou des trucs comme ça, et bien le calcul arrête de se faire. Donc ça veut dire que le poisson il attendra la fin de l'animation de bonjour je vais manger machin, et elle est là, l'attente de la fin, elle est ici. À ce moment là, le calcul reprend. Voilà, donc ça fonctionne super bien. Et on va voir ça dans un instant justement. On va enfin parler de cette fameuse classe aquarium. Alors, la fameuse classe aquarium, il y a ici plusieurs... alors, je sais plus, oui, on l'avait ajoutée ici, et on rappelle qu'elle avait été .launch. La fameuse classe aquarium, elle a plusieurs attributs, à savoir le nombre de tours, la console associée, le thread secondaire qui servira de calcul qui s'appelle boucle, un booléen qui permet de savoir si on est en exécution ou pas, et plusieurs listes, array list, qui sont en fait les listes des poissons, les listes des poisson view, les listes des algues et des algues view. Voilà. Alors, l'aquarium, lui, c'est un composant graphique et il hérite de la classe group, c'est donc un layout. On crée une image qui va prendre le fond, qui va avoir des dimensions fixes. On ne préserve pas le ratio de l'image par défaut. On la met dans un image view fond et on l'ajoute à this, donc au groupe en question, à savoir l'aquarium. La console en question, la console associée, ce sera celle qui est affichée à droite, main.getConsole. On commence au tour 1 et l'exécution est en cours, donc main.exécution égale true. On va ajouter tous les poissons. Ajouter les poissons, j'en ajoute 10, j'ajoute 10 algues, donc ça c'est les fameuses fonctions ajouter poisson, ajouter algues. Ajouter algues c'est la même que ajouter poisson, donc j'en parle pas. Mais ajouter poisson c'est simple, on crée un objet poisson view correspondant avec le poisson passé en paramètre. Et ensuite, on pense à les ajouter les deux là au poisson list et poisson view
list correspondant. Par contre ensuite il faut ajouter le poisson view, il faut l'afficher, donc il faut l'ajouter au groupe, donc à l'aquarium, donc this.getChildren.add le poisson view. Alors là vous allez me dire mais pourquoi il y a une deuxième ligne au-dessus et pourquoi il y a le n là? Eh bien je veux l'ajouter à l'indice n en fait tout simplement parce que si on ajoute tous les poissons puis toutes les algues, les poissons seront tous derrière les algues. Et là vous voyez qu'on dirait qu'ils se baladent au milieu des algues, c'est un peu plus joli. Donc en fait j'ai juste fait en sorte qu'à chaque fois qu'on ajoute un élément, et il s'ajoute un peu de manière aléatoire à l'intérieur, il s'ajoute un peu de manière, il s'ajoute un peu de manière aléatoire au milieu des autres êtres vivants de l'aquarium. Ce qui fait que si par exemple il y a une grosse forêt d'algues, on peut très bien avoir l'aquarium, le poisson qu'on ajoute ensuite qui se retrouve au milieu des algues. Enfin, graphiquement ça donne cet effet là, c'est assez sympa, ça fait un léger effet 3D. Mais en gros il faut donc générer un indice de position d'insertion. On rappelle que faire add avec un indice, ça insère à l'indice en question et ça décale tout ce qu'il y a après. Et le truc sur lequel on insère, c'est pareil, ça le décale à droite. Donc ça le passe juste devant. Graphiquement parlant, voilà, ça le met au premier, juste devant. Donc il faut juste générer un nombre compris entre un maximum et un minimum et un maximum, le maximum non inclus. La formule avec max et min est ici, donc next in ça génère un entier. Alors le maximum c'est tout simplement la taille du nombre total d'éléments qu'il y a dans l'aquarium, donc this.getChildren.size, donc les algues et les poissons compris. Par contre le minimum, vous allez me dire mais c'est 0, je peux très bien en mettre un à l'emplacement 0. Bah non, parce que l'emplacement 0 il y a un truc qui est le fond. En fait il y a un autre this.getChildren dans cette classe qui est d'ajouter le fond. Donc le risque c'est que si jamais le random donne 0, on se retrouve avec un poisson qui va être inséré derrière le fond. Donc derrière la flotte là et les cailloux. Donc c'est con parce qu'on le verrait pas du coup. Donc c'est pas oufissime. Donc c'est pour ça que le minimum est ici à 1. On peut insérer à l'emplacement 1, donc juste devant la flotte et les cailloux, mais pas derrière. Ajouter alt c'est pareil. Voilà. Alors c'est là que ça commence à devenir intéressant, on va parler du trade, le fameux trade. Alors ici même truc que dans la console, Aqua c'est this, c'est l'aquarium en question dans lequel on est. Je crée un nouveau thread, ici new thread c'est la boucle qui a été déclarée un peu plus loin. Ici, new name, new run, et dans le run j'ai une tant que on est en pleine exécution. Alors c'est un booléen pour l'instant. Après on mettra bien sûr autre chose qu'un booléen, on mettra, ce sera un booléen quand même, mais on mettra une condition un peu plus évoluée, on mettra tant qu'il y a des poissons et des algues en vie. Pour que la simulation se fasse tant qu'il y a des trucs à simuler. Quand on est mort, c'est vrai qu'il n'y a plus rien à simuler, mais bon voilà quoi. Et en fait à chaque tour, tout simplement, à chaque tour d'exécution, on fait aqua.passé, et aqua.passé c'est tout simplement la fonction d'actualisation de chaque tour de simulation. Ensuite tout simplement il faudra faire boucle.start pour penser à lancer ce fameux thread. En fait dès que l'aquarium est .launch, et ça crée le thread et ça le lance. Et donc c'est parti, on commence à faire tour après tour. Alors, le tour. Au début de chaque tour, j'affiche tour numéro, l'affichage du tour en dark cyan, et à la fin de chaque tour, je fais tour plus plus, pour bien dire que voilà, il y a un tour qui s'est effectué, on est bien au tour 1, 2, 3, etc. Et c'est là que je vais vous montrer une utilisation de comment fonctionne, comment on dit, là dans ce bloc passé, on fera des calculs, par exemple savoir qui va manger qui, et à certains moments, je voudrais que il y a une animation qui se déclenche, et dès qu'elle est finie, on reprend le thread, et seulement dès qu'elle est finie. Donc c'est pour ça que j'avais mis ici début du déplacement, et quand le déplacement est terminé, seulement quand il est terminé graphiquement, qu'on a vu le déplacement se faire, ça affiche retour à la normale. Bref, dès que le poisson aura tapé son rush au point 0,0, ça affiche retour à la normale. Je sais pas si vous voyez. Regardez, là ça marque début déplacement, hop, le retour à la normale arrive un petit peu après, parce qu'il faut le temps que le poisson fasse son déplacement de là où il est jusqu'en haut. Voilà, et la ligne en question, elle est juste ici, c'est poissonViewList.get. Alors je prends un poisson, je les prends chacun à leur tour, donc je fais tour modulo 10 parce qu'il y a 10 poissons. Donc à chaque fois ça fera l'emplacement, le poisson, on prend les PoissonView, attention, parce que la fonction GoTo est dans les PoissonView. Donc on prend l'emplacement 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, etc. Donc je fais appel à la fonction GoTo et je lui dis d'aller aux coordonnées 0, 0. C'est pour ça que les poissons se tapent tous des rushs en haut à gauche, aux coordonnées 0, 0. On rappelle qu'un image view, c'est un rectangle autour du poisson. Vu que c'est une image.png, j'ai mis de la transparence autour du poisson. Et ensuite, il faudra penser toujours ensuite à faire thread pause. Alors, là
là on va parler de maintenant la partie bonjour, je fais un thread propre et je veux qu'il se ferme. Regardez, quand je ferme la fenêtre, il y a toujours marqué ici interrupted exception. Ça veut dire que le thread est bien fermé. Vous voyez que ici, si vous fermez votre fenêtre et qu'il y a encore le carré rouge ici, ça veut dire qu'il y a encore un truc qui tourne en arrière-plan. Donc c'est pas bon. Ça veut dire à chaque fois que vous lancez votre programme, vous pouvez pas le fermer sans redémarrer le PC, sans aller dans le gestionnaire des tâches pour le fermer à la main, donc c'est un peu chiant. C'est pas très propre, quoi. Donc il faut penser à... Enfin on va voir un petit peu la gestion de savoir comment on fait pour que ça se ferme correctement et savoir comment fonctionne cette fonction thread pause. Donc autant pour relancer un thread il faut faire .notify, par contre pour mettre en pause un thread il faut faire boucle.wait, et il faut penser à mettre autour le bloc synchronised, la boucle en question, et boucle.wait, sinon il y aurait une exception. Il faut bien sûr try catcher tout ça par une interrupted exception, de toute façon si vous ne le faites pas il y aura une erreur. Voilà, on affiche le truc et c'est ce qui se passe d'ailleurs quand je ferme le programme, c'est ce qui s'affiche là, hein, le stack trace. Et ici j'ai mis un return, pardon. Je suis pas sûr qu'il soit utile finalement, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il est là. Voilà, donc le thread pause. Alors, le problème c'est qu'il faut bien se dire que une pause, donc un point wait, il y en aura plusieurs par tour. Donc ça veut pas dire que si j'interromps le programme, en fait c'est ça le problème, c'est que si je ferme le programme alors qu'il était en train de faire wait, si je ferme la fenêtre, et bien on se retrouve ici. Le try catch fonctionne, le programme ne crache pas. Ce qui fait que on se retrouve à la fin du thread pause, on se retrouve ici, donc le programme continue son exécution ici comme si de rien n'était. Et s'il y a un autre thread pause juste après, on rentre à l'intérieur. Ce qui veut dire que si j'ai fermé la fenêtre et qu'on est rentré dans le thread pause, et bah, dans le thread pause suivant, et bah, il y aura beau avoir eu l'interrupted exception ici, ça a interrompu la mise en attente en fait, mais ça n'a pas interrompu le thread en lui-même, ce qui fait que le thread a continué son truc et que bah, il a fait la suite, quoi. Et donc on se retrouve bloqué au prochain thread pause. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que j'avais mis le return en fait, c'est pour ça que je l'avais mis. Le return en fait permet de break la fonction, il permet de break cette fonction passée et de faire qu'on se retrouve. En fait, fermer la fenêtre ça veut dire je break tous les calculs, j'arrête tout. Donc bref, ça break cette fonction passée, on se retrouve ici. Et c'est pour ça qu'il faut que lorsque l'on ferme la fenêtre, il faut que l'exécution passe à false. Parce que si on ferme la fenêtre et que l'exécution reste à true, et bah on aura beau avoir break, on sera reparti pour plusieurs tours. Donc il y aura toujours un truc en arrière-plan. C'est pour ça que j'étais passé au-dessus vite fait. Ici dans le main, primary stage, donc la fenêtre.setOutClose the case, donc lorsqu'on demande de la fermer, l'exécution de l'aquarium, la fameuse variable exécution passe à false, et la boucle est interrompue. L'interruption, mais c'est surtout ça qui était assez important. Et pourquoi avoir fait ça, machin et tout, alors qu'il existe normalement la fonction .stop, qui normalement devrait le faire, parce qu'elle est dépréciée, et que maintenant il faut utiliser .interrupt. Voilà, c'est maintenant la manière propre en Java pour fermer correctement un thread, c'est de faire un thread qui boucle, hein. C'est de faire en sorte que, enfin même un thread en général pour le fermer, il faut faire en sorte que d'interrompre tout ce qui est en attente, tous les wait, et ensuite de faire en sorte que le thread arrive à la fin de la fonction run, proprement. Et comme là il y a une boucle tant que, il faut une condition d'arrêt et ne pas mettre wait le truc. Voilà, tout simplement. Voilà, sur ce, le tutoriel est terminé, donc c'est une vidéo assez longue, on n'a pas vu, on a vu comment faire ça, hein, je trouve ça assez joli de base, mais voilà, dans le prochain, je vais enlever ce bloc, dans le prochain tutoriel, on commencera le Java Aquarium, et on verra donc, on fera les premiers exercices du Java Aquarium, on verra éventuellement comment afficher les informations des poissons, les créer, on va plus se concentrer sur la partie objet. Donc je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes, et sur ce, salut à tous.